Bonjour à tous, nous sommes très heureux et très fiers de vous accueillir pour ce premier webinaire du jury ou des juniors de radiologie interventionnelle. Je m'appelle Antoine Planche, je suis interne de radiologie à Marseille. Et moi, je suis Mélanie Escoffier, pareil, je suis interne de radiologie à Marseille. Donc, nous allons commencer par quelques minutes de présentation générale sur notre association. Donc, Antoine, qui sommes-nous? Alors, nous sommes à la fois des jeunes chefs, mais également des internes intéressés par la discipline qu'est la radiologie interventionnelle. Et donc, du coup, pourquoi on a créé ce groupe de jury? Alors, nous avons essayé de mettre en évidence 4 grands objectifs. Le premier objectif, c'est de créer un groupe, de créer une émulation, de créer une association des personnes que je viens de citer pour pouvoir discuter, échanger, poser des cas cliniques, des questions, etc. C'est notre premier objectif. Notre deuxième objectif, c'est d'essayer d'améliorer à notre petit niveau la formation radiologie interventionnelle en proposant un contenu un peu nouveau, c'est-à-dire un contenu fait avec les internes, avec les étudiants et avec les jeunes chefs, ce qui est un peu nouveau dans ce cadre-là. Ensuite, notre troisième objectif, c'est de promouvoir cette discipline qu'est la radiologie interventionnelle, qui reste finalement peu connue et de la promouvoir auprès de qui? D'abord, de la promouvoir auprès des autres spécialités, notamment les médecins généralistes, mais surtout de la promouvoir auprès des étudiants en médecine, notamment les externes, et de la promouvoir auprès du grand public de manière plus générale. Et notre quatrième et dernier objectif, c'est de créer une veille scientifique, c'est-à-dire essayer de colliger, de regrouper et de vous présenter de manière assez succincte les articles intéressants concernant la discipline de radiologie interventionnelle, donc ça par le RIAC. Pour réaliser et pour atteindre tous ces objectifs, nous allons déployer plusieurs moyens que Mélanie va vous présenter tout de suite. Ok, donc du coup, une fois par mois, on fera un webinaire comme ce soir, qui sera articulé en plusieurs temps. Donc d'abord, il y aura une présentation de la technique, d'une technique de radiologie interventionnelle qui sera illustrée avec des explications de la pathologie. Donc ce soir, on va parler de l'embolisation de prostate. Puis, il y aura un temps sur l'avis de l'expert, donc sur la pathologie qu'on présente, qui va pouvoir nous livrer ses conseils et son expérience. Donc, nous avons la chance d'accueillir le professeur Marc Sapoval ce soir. Ensuite, il y aura un temps sur l'actualité en radiologie interventionnelle, donc présenté par un interne qui présentera des articles marquants, actuels ou en rapport avec le sujet du webinaire. Après, nous avons aussi vraiment la chance d'avoir un petit plateau où on est en direct avec vous ce soir. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat de Zoom et on y répondra en fin de présentation. Voilà, je répète, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Nous allons les colliger pendant les différentes présentations et à la fin, nous aurons un petit moment de discussion, d'échange avec les intervenants pour essayer de répondre à vos interrogations. Mais Mélanie, par exemple, si on veut s'investir, si on veut nous contacter, si on veut réaliser des présentations et intervenir de manière active dans le jury, comment faire? Donc, du coup, vous pouvez nous contacter pour être soit au courant des prochaines dates, soit pour savoir l'actualité en radiologie interventionnelle. Donc, pour s'inscrire à la mailing list sur junior.ri.contact@gmail.com. Donc, tout ça, ça sera mis sur les diapos de présentation en première et en dernière. Alors, n'hésitez pas à nous écrire aussi si vous voulez participer à notre projet, présenter un cas clinique ou donner un avis d'expert. Donc, après, nous sommes aussi présents sur Instagram avec le pseudo junior.r.i pour montrer les techniques et faire connaître notre spécialité et ses indications à la communauté médicale. Évidemment, nous sommes aussi présents sur Twitter à @jury-fr pour être au courant des dernières actualités en radiologie. Voilà, nous allons maintenant passer au vif du sujet et accueillir avec grand plaisir Farah Kadour et Farouk Tradi pour parler d'embolisation prostatique aujourd'hui. À tout à l'heure. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis Farah Kadour, je suis également interne en radiologie à Marseille et j'ai le grand plaisir ce soir d'animer ce premier webinaire qui va porter sur l'embolisation des artères prostatiques dans l'hypertrophie bénigne de prostate. Donc salut Farah, salut à tous. Moi, je suis Farouk Tradi, je suis assistant de radiologie à la Timone et j'ai l'honneur de former le binôme avec Farah ce soir. Donc Farah, toi la parole. Merci Farouk. Donc voilà le plan que nous allons suivre un peu pour notre topo. Tout d'abord, les indications, donc à qui vous pourrez proposer une embolisation prostatique, les résultats et un peu de littérature pour montrer comment est née cette technique. Puis plus concrètement, comment réaliser une embolisation de prostate si vous voulez la réaliser. Et puis un petit mot pour la fin, pour conclure, concernant cette thématique.
Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet en se demandant à qui on peut proposer une embolisation prostatique. Donc concrètement, ça va être des patients qui vont avoir une hypertrophie bénigne de prostate qui va être symptomatique. Donc ils vont avoir des syndromes du bas appareil urinaire de modéré à sévère selon le score IPSS et qui vont être réfractaires ou intolérants au traitement médical sur plus de 6 mois. Donc quand on regarde ces indications-là, on se rend compte au final que c'est le même panel que des patients à qui on peut proposer le traitement de référence à l'heure actuelle qui est la RTUP. À la différence près qu'il n'y a pas de limite dans l'embolisation de prostate en termes de volume. Donc, même certaines études ont montré que plus le volume prostatique était important, plus on pouvait attendre de bénéfices de la technique. Donc maintenant, comment s'est installée au fur et à mesure cette technique? Le premier cas a été décrit dans l'année 2000 par une équipe américaine qui a rapporté une première embolisation des artères prostatiques chez un patient pour hématurie, qui avait une hypertrophie bénigne de prostate. Il va falloir attendre ensuite 2010 pour montrer deux cas d'embolisation des artères prostatiques pour syndrome du bas appareil urinaire et qui a été rapporté ici dans la littérature par l'équipe brésilienne de Carnevale. Donc 2 ans après, là on commence avec des études qui montrent que la technique d'embolisation prostatique fonctionne. Ce sont 2 études observationnelles à large cohorte, notamment celle de Pisco qui portait sur plus de 200 patients et qui montrait que les patients qui avaient bénéficié d'une embolisation des artères prostatiques avaient de meilleurs résultats sur un suivi de 3 ans en termes de symptomatologie, de qualité de vie, mais également en termes de volume prostatique. Donc, on était sur des case reports de l'observationnel. Il faut attendre 1 an après, donc 2014, pour qu'une équipe chinoise propose le premier essai randomisé contrôlé contre la technique de référence qui est la RTUP. Et elle montrait qu'il y avait une efficacité comparable des 2 techniques. Une fois qu'on a cette idée en tête, on se rend compte qu'avec le temps, dans les années récentes, il y a de plus en plus de littérature sur le sujet et cette efficacité comparable des 2 techniques a notamment été reprécisée par 2 essais randomisés, une équipe suisse et une équipe espagnole. Donc si on se concentre un peu sur ces 2 études récentes, voici les résultats qu'elle rapporte. Donc, l'équipe suisse, qui est l'équipe de HAP, qui portait sur 100 patients, et l'étude espagnole, qui, elle, portait sur 45 patients, donc menée par Insosti. Eh bien, quand on regarde les résultats, on se rend compte qu'effectivement, en termes d'IPSS, il n'y a pas de significativité entre l'EAP ou bien la RTUP. Les 2 ont une efficacité et qui est comparable. En termes de qualité de vie, une étude d'APT a montré que c'était 2 techniques qui étaient comparables et même Insosti lui a montré que l'embolisation prostatique donnait un petit bénéfice en termes d'amélioration sur la qualité de vie. Par contre, la RTUP était un peu meilleure en ce qui concerne tout ce qui est débimétrie, volume prostatique, mais en ce qui concerne les effets indésirables et donc les complications, l'embolisation prostatique, elle, par contre, était significativement meilleure. Donc, c'est un peu ce qui est résumé sur cette diapositive. On voit que ces 2 techniques qui se sont construites, avec la littérature, on voit qu'elle s'est un peu fournie au fur et à mesure. Les 2 techniques sont comparables. Il y a des points positifs et des points négatifs pour l'une et l'autre. Le côté un peu attractif de l'embolisation prostatique, ça va être justement son caractère mini-invasif, réalisé en ambulatoire, donc un retour à la normale rapidement pour le patient. La RTUP, par contre, elle offre le bénéfice qu'il n'y a pas de récidive des symptômes. Par contre, il va y avoir un risque d'éjaculation rétrograde, donc qui peut être vraiment handicapante pour le patient. Et pour l'embolisation de prostate, le risque qui fait un peu peur à certaines personnes, c'est le risque d'embolisation hors cible. Voilà. Merci Farah, merci pour cette revue assez exhaustive de la littérature. Donc, je vais vous dire quelques mots sur la technique, comment faire une embolisation prostatique et comment éviter d'avoir justement la complication redoutée d'embolisation hors cible. Tout d'abord, pour planter le décor, il faut savoir que c'est une technique qui est jugée difficile, même par les radiologues interventionnels expérimentés. Donc, cette technique va proposer plusieurs challenges pour le radiologue interventionnel. D'une part, l'identification de la cible, puis le cathétérisme de la cible et enfin l'embolisation de la cible.
Autre élément qui peut un peu nous challenger, c'est que nos premiers patients, alors vos premiers patients, si vous commencez à faire de l'embolisation prostatique, seront souvent de mauvais candidats, pas tout le temps, mais parfois. Donc, il faudra être très attentif sur la sélection des patients. Enfin, dernier élément, mais pas des moindres, il faut garder en tête qu'il s'agit d'une pathologie fonctionnelle. L'objectif principal, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients. C'est aussi surtout d'éviter des complications graves. Donc, comment bien préparer le geste? D'une part, le sondage urinaire. Le sondage urinaire n'est pas obligatoire. Beaucoup d'auteurs le font pour vidanger la vessie, pour également mieux visualiser la prostate. L'antibioprophylaxie est recommandée par la plupart des auteurs. On va emboliser la prostate, on va induire de la nécrose. Et donc, on a envie d'éviter que des germes viennent coloniser cette zone de nécrose. Concernant l'abord, donc classiquement fémoral, mais de plus en plus radial, pour le confort du patient, ça a été démontré. Donc tous ces éléments vont permettre au radiologue interventionnel de mieux arriver à son challenge numéro 1, qui est l'identification de la cible. On sait que cette identification peut être rendue difficile par la variabilité de l'origine de l'artère prostatique. On peut d'ailleurs faire référence à l'article de l'équipe de Carnevale qui donne une classification sur les différents sous-types d'origine d'artère prostatique. Parmi les plus fréquentes, on va avoir l'origine à partir de l'artère pudendale, puis l'origine à partir de l'artère vésicale supérieure, à partir du tronc antérieur de l'artère hypogastrique, et enfin à partir de l'artère obturatrice. Il peut y avoir des cas exceptionnels d'origine différente à partir de l'artère iliaque externe, comme dans ce cas de figure où l'artère prostatique était issue d'une branche obturatrice issue de l'artère iliaque externe. Donc, pour aider à l'identification de la cible, il faut absolument une imagerie 3D. C'est devenu quand même la référence. Le code MIMCT va aider à l'identification, mais également à la navigation. Donc, je vous montre un exemple. L'image est probablement saccadée, mais le tube va tourner autour du patient. On a une acquisition rotationnelle avec les paramètres qui sont écrits autour de l'image à partir d'une injection dans l'artère iliaque interne. Quelques secondes après cette acquisition, vous allez pouvoir identifier l'artère prostatique à partir d'images de type angioscanner, ici qui sont MIPées. Et puis donc vous allez pouvoir avec une grande facilité identifier là où les artères prostatiques. Dans ce cas de figure, vous aviez par exemple à gauche une artère prostatique, à droite deux artères prostatiques. Donc en général, on fait un MIMCT par côté. Et donc le côté droit est une variante de la normale, c'est une volumineuse artère du lobe médian qui aurait peut-être pu être ratée si on n'avait pas réalisé d'imagerie 3D. Donc une fois que vous avez identifié votre cible, vous allez pouvoir reconstruire une reconstruction volumique. Cette reconstruction va vous permettre d'encore mieux identifier l'origine des artères, leur trajet et puis les artères à éviter. Vous allez pouvoir ensuite projeter cette reconstruction 3D sur votre fluoroscopie, identifier l'incidence de travail idéale, puis réaliser la deuxième étape qui est le challenge de cette technique, qui est le cathétérisme de l'artère prostatique. Donc, pour réaliser un cathétérisme de l'artère prostatique, il faut utiliser un petit microcathéter. Souvent, c'est des artères de petit calibre, donc généralement 2.4 French ou en dessous si possible, avec un usage assez régulier, fréquent, facile des vasodilatateurs, car c'est des artères qui vont facilement se spasmer au contact du microcathéter ou du microguide. Enfin, une fois que vous avez atteint votre cible, il va falloir l'emboliser. Et donc, pour l'emboliser, ce qui est décrit, c'est l'embolisation aux microparticules calibrées, donc de petites sphères, généralement, entre 3 et 500 microns. C'est la gamme de particules qui a le meilleur rapport bénéfice-risque entre l'efficacité et la sécurité. L'injection doit se faire de manière lente et à haute dilution pour permettre une pénétration la plus optimale des microsphères, et ce jusqu'à la stase. On peut décrire deux variations de la technique qui permettent dans la littérature d'augmenter la sécurité et l'efficacité. Tout d'abord, Perfected, c'est une technique développée par l'équipe de Carnevale qui consiste en une embolisation proximale à partir de l'artère prostatique dans un premier temps, puis cathétériser distalement l'artère prostatique et réaliser une embolisation plus distale
afin d'obtenir un bourrage un peu plus complet de la glande prostatique. Autre technique qui peut permettre d'améliorer la sécurité, c'est l'embolisation avec ballon d'occlusion, et on y reviendra dessus dans le flash actu. Donc, on fait exactement la même chose pour le côté controlatéral. Et il faut savoir que le succès technique est défini si au moins un des côtés a été traité. Une fois que, avant d'emboliser, lorsque vous êtes sur place, vous pouvez également réaliser un deuxième Cone Beam CT. Celui-ci permet surtout de s'assurer de l'absence d'artères extra-prostatiques. Comme sur cet exemple, vous voyez que le Cone Beam CT sur place, sur site, avait identifié une anastomose assez large, montrée par la flèche blanche avec l'artère pudendale qui avait pu être cathétérisée, embolisée, puis permettant ensuite une embolisation sécuritaire de la glande prostatique. Donc, quelques mots sur les complications. Évidemment, celle qui est redoutée, c'est l'embolisation hors cible avec des cas heureusement rares mais graves d'ischémie viscérale ou pénienne. Le plus souvent, il s'agit quand même de complications mineures de type dysurie, infection, hématurie ou le classique syndrome post-embolisation. Donc, il ne faut pas hésiter à donner une médication adaptée de type antidouleur ou anti-inflammatoire. Et généralement, c'est quand même des complications qui ne grèvent pas le pronostic du patient. À toi de conclure. Très bien. Merci Farouk. Donc, en conclusion, vous l'aurez compris, l'embolisation de prostate, c'est une technique qui fonctionne. Elle marche, vraiment, elle améliore le patient. Elle est comparable en termes d'efficacité à la RTUP. Et par contre, ce qui fait que c'est une technique qui va être un peu plus attractive, peut-être, c'est son caractère mini-invasif, avec le retour rapide à la normale du patient à ses activités habituelles. En termes de complications, comme vous l'a expliqué Farouk, c'est que si on cède des moyens du bord qui sont à notre disposition, notamment le guidage par CBCT, on a vraiment peu de complications majeures. Et puis, les quelques questions maintenant qui restent, on va dire, un peu en suspens sur cette technique, ça va être un suivi à plus long terme des patients qui ont bénéficié de cette technique d'embolisation. Et on peut se poser aussi la question économique de l'embolisation de prostate. Et ça, justement, c'est un des pans de l'étude multicentrique française qui s'appelle l'étude Partem et qui est d'ailleurs pilotée par professeur Sapoval qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous et de nous donner son expertise sur le sujet pour cette première du jury. Donc, merci, professeur Sapoval, d'avoir accepté d'être parmi nous. Oui, merci beaucoup. On va commencer, si vous êtes d'accord, par une série de questions-réponses et puis vous pourrez évidemment faire des digressions sur vos réponses. On attend votre aval pour commencer. Est-ce que vous êtes là? Bonjour, est-ce que vous m'entendez là? Nous, on vous entend très bien, Marseille. Bon, bravo pour votre initiative. Je trouve que c'est une superbe initiative, ce groupe des jeunes. C'est quelque chose qui manquait. Il y a beaucoup d'échos sur ce que vous faites à Paris. Je n'ai pas la liste de tout le monde là qui est, mais les gens dans mon équipe, ils étaient très, très contents et très excités de participer ce soir et de relayer votre travail et votre initiative. Donc, je suis à votre disposition. Je vous écoute. Belle présentation initiale. Je pense que ce que vous avez dit est parfaitement correct. On va continuer un peu avec les questions sur votre expérience, Farah. Donc, comme on l'a compris, votre première embolisation de prostate, du coup, c'était en 2012, si c'est bien ça. On voulait savoir, en fait, si depuis, vos techniques ont évolué ou comment s'est déroulé, on va dire, qu'est-ce qui vous a amené à débuter l'embolisation de prostate? Alors, ce qui nous a amené à débuter, c'était l'intérêt que vous avez tous autour de la table, c'est-à-dire que c'est une pathologie extrêmement fréquente, c'est un geste qui est très élégant du point de vue technique et très difficile, vous l'avez dit, ça reste difficile. Il y a une courbe d'apprentissage qui n'est pas négligeable, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se lancer dedans, au contraire, mais il faut être prudent. Et donc, on voyait là un progrès important pour la radiologie interventionnelle, pour l'embolisation. Et puis, c'est un domaine de pathologie avec lesquelles on n'était pas tellement familier. Si on fait de l'IRM de prostate, on connaît la pathologie prostatique, mais en termes de radiologie interventionnelle, la prostate, pour nous, c'était zéro. Donc, c'était tout un nouveau champ et il a fallu apprendre, comme vous tous ici, la pathologie, les rudiments du traitement chirurgical et médical
comme on le fait souvent quand on développe des nouvelles activités de radiologie interventionnelle. On doit se familiariser. Par exemple, à Marseille, vous avez été pionnier dans les hémorroïdes. Il faut savoir qu'est-ce que font les chirurgiens, quelles sont les alternatives de traitement médical, quelles sont les échelles d'évaluation, comment sont les patients, comment on leur parle, etc., etc. Donc, du point de vue de la technique, est-ce qu'elle a beaucoup évolué? Elle n'a pas beaucoup évolué. Les évolutions ont été les suivantes. Premièrement, on a supprimé la sonde urinaire au bout de quelques années, on va dire. On pourrait y revenir si vous voulez. Aujourd'hui, on ne met plus de sonde urinaire chez les patients qui viennent évidemment en dehors d'une rétention aiguë d'urine. Donc, on ne met pas de sonde urinaire. Il y a eu plusieurs moteurs pour ça. Un des moteurs les plus importants, ça a été d'abord notre expérience grandissante, premièrement, et deuxièmement, le fait que les patients revenaient nous voir en consultation en disant « Docteur, c'était super, mais la sonde urinaire, plus jamais ». Donc, on a été sensible au message. Et c'est vrai que, on peut comprendre. Ensuite, du point de vue technique, nous, on est resté très, très fidèle à une technique unique qui sont les embosphères 300-500. On a fait quelques digressions vers des particules plus petites avec pas beaucoup de succès et des complications. Donc, je pense que ce qui a été dit quand vous avez dit qu'on se maintient sur les 300-500, je pense que c'est très important parce qu'il y a des embolisations non cibles, même que vous ne voyez pas. C'est certain à certains moments, parce qu'il y a des chintes que vous ne voyez pas, il y a des reflux que vous ne voyez pas. Et avec 300-500, le malade ne voit pas non plus. Avec 100-300, il peut le voir et de façon sévère, que ce soit sur la vessie, sur le rectum ou sur le pénis et le gland. Il y a des cas publiés, nous on en a eu. Donc clairement, c'est vraiment un message, je crois, clé. Donc nous, on n'a pas varié de matériel d'embolisation. Ensuite, en termes de technique, disons qu'on a progressé dans la façon d'utiliser le cone beam. On a changé de salle, etc. Donc maintenant, on a une salle Siemens d'un côté, une salle Philips de l'autre. Donc on a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Je sais que vous, à Marseille, vous avez une salle J. Donc moi, je n'ai pas du tout d'expérience dans la salle J, sauf quand j'étais venu faire au début quelques cas avec Vincent. Donc d'un point de vue technique, je dirais, on est plus rapide, etc. Mais il n'y a pas eu de gros changements. Voilà. Est-ce qu'on fait des radiales ou des fémorales? Moi, je fais beaucoup de fémorales parce que je suis plus à l'aise, parce que je suis plus âgé que vous, on va dire. Mais je comprends l'intérêt de la radiale et je le bannis pas du tout. Il y a des gens dans mon équipe qui font des radiales. C'est une très bonne chose. Moi, j'ai toujours un petit peu peur. Alors, c'est des débats infinis. J'ai toujours un petit peu peur de tomber sur un patient qui va faire un stroke parce qu'il aura 80 ans, etc., etc. Je pense que faire une radiale à quelqu'un de 60 ans qui n'a pas d'athérome, c'est virtuellement aucun risque. Faire les premiers patients qu'on vous confie qui ont 85 ans et qui sont probablement polyvasculaires par des voies radiales, c'est peut-être pas la meilleure chose. Voilà, j'ai peut-être été aussi un peu long, mais… Non, c'est très bien. Vous avez répondu à plusieurs questions suivantes qu'on va pouvoir du coup shunter. C'est très bien. La prochaine question, c'est une question qu'il faut peut-être prendre dans un contexte hors Covid. Combien vous faisiez de cas d'embolisation de prostate par mois ou par année à l'HEGP avant Covid? Nous, ça nous intéresse beaucoup parce que dans notre centre, dans d'autres centres, dans beaucoup de centres, malgré la robustesse des essais, on n'arrive pas à lancer, à amorcer, mais bien écouter. Alors nous, donc en fait, notre courbe de croissance, elle a été lente au début. 2012, on a commencé fin 2012, on a peut-être fait 2-3 malades. 2013, on a peut-être fait, je ne sais pas, 10-15 malades ou un peu plus, je ne sais plus. Et puis après, on a augmenté relativement bien et vite. Bon, je n'ai pas les chiffres en tête précisément, mais aujourd'hui, on fait probablement, je dirais, entre 3 et 5 malades par semaine. Et alors, je vais vous expliquer, parce qu'évidemment, c'est le fond de votre question, comment est-ce qu'on en arrive là. Donc, il y a plusieurs choses. D'abord, il est indispensable pour en arriver là d'avoir votre consultation. Donc, il faut absolument être capable de consulter. Et être capable de consulter, ça veut dire être suffisamment en confiance pour expliquer aux patients les choses, la technique, les indications, les contre-indications, etc. Aussi son expérience, on va dire avec modestie, parce que je ne pense pas qu'il faut raconter des histoires aux patients. Il ne faut pas lui dire que vous êtes le roi de l'embolisation si vous avez fait 5 malades. Les gens, ils prennent leurs responsabilités. D'ailleurs, moi, ça m'arrive couramment, ce qui n'est pas forcément très agréable pour vous à entendre, mais ça m'arrive très régulièrement d'avoir des patients qui viennent de loin,
parce qu'ils ont vu qu'on avait de l'expérience plus que d'autres centres. Et ça, on ne peut pas empêcher les patients d'aller chercher là où ils peuvent. Mais heureusement, il y a plein de patients qui ne vont pas être dans cette dynamique-là et qui vont être confiants et qui vont venir vers vous alors à partir du moment où vous êtes capable de consulter. Donc ça, je pense que c'est fondamental. Et puis voilà, donc les contacts avec les médecins généralistes, votre propre consultation. Très bien, merci. On a bien compris du coup qu'il faut faire la consultation pré-interventionnelle. Est-ce que vous revoyez, vous, professeur, les patients après le geste à distance? Et si oui, à combien de mois du geste? Et qu'est-ce que vous évaluez ou non? Alors, on a pas mal tourné en rond là-dessus. On a commencé par les voir à 1 mois. Et donc, alors dans le bilan pré-op, on fait toujours une IRM. Donc ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Les urologues font jamais d'IRM avant de faire des chirurgies. Nous, on fait toujours une IRM pour 2 raisons. Parce que d'abord, c'est important de voir s'il y a un lobe médian. Bon, on le voit aussi en écho, mais enfin, on est mieux en IRM. C'est important de voir si aussi il y a un lobe qui est plus gros que l'autre. Ça nous permet aussi d'être dans une situation plus confortable et de ne pas rater des cancers, parce qu'on en trouve de temps en temps. Tout ça pour dire qu'on essayait de revoir les malades à 1 mois et organiser à 1 mois un malade qui sort de l'hôpital, qui met déjà 2-3 jours à se remettre, un rendez-vous d'IRM, ce n'était pas réaliste. Donc, on a sauté à 3 mois et donc, on ne les voit pas avant 3 mois. Maintenant, ce qu'on a mis en place depuis 2 semestres, c'est une téléconsultation à 1 mois de tous les patients d'interventionnel qui est fait par les internes et qui marche assez bien. Donc, tous les patients qui sont opérés dans le service, ils sont convoqués à une téléconsultation à 1 mois dans lequel les internes, en plus, c'est formateur pour les internes, dans lequel ils peuvent discuter avec le patient, voir un peu les résultats et puis dépister des complications initiales. Mais enfin, la réponse courte, c'est bilan complet, consultation live à 3 mois. Okay. Merci. Parfait, on a compris. Peut-être qu'on a le temps pour une dernière question. Un peu plus ludique, mais un cas marquant là, sur une des emboliations prostatiques que vous avez fait récemment, marquant positivement, négativement, une difficulté ou quelque chose de facile. Que dire des cas difficiles, il y en a toujours. Et je veux dire, j'en ai eu un lundi, par exemple. Bon, d'habitude, nous, maintenant, on est plutôt sur, on va dire, 1 heure, 1 heure et demie de temps d'opération, tout compris. Et là, boum, on s'est retrouvé avec 2 heures et demie, quasiment 3 heures, parce qu'il y avait des artères tortueuses, parce que le cone beam n'avait pas bien analysé l'anatomie, que nous l'avions mal identifié. Et donc, on a un peu tourné autour, on a eu des difficultés. Finalement, on s'en est sorti avec un micro-caté Ninja que, comme vous savez, c'est cher, on l'utilise, mais on l'utilise un peu en désespoir de cause. Donc, du coup, on a perdu pas mal de temps. Voilà. Après, qu'est-ce qui m'a marqué récemment? Écoutez, un patient que j'ai vu en consultation à 1 an et demi ou à 2 ans de l'embolisation la semaine dernière, et qui m'a dit c'est extraordinaire, ma vie a changé. Donc, bon, ça, c'est une expérience tellement belle, on va dire qu'on s'en souvient. Mais il ne faut pas aussi sous-estimer le fait, et je l'explique aux patients à chaque fois, et je pense qu'il faut le dire, qu'il y a des patients qui ne sont pas réactifs. Il y a des patients qui sont des non-répondeurs. Il y a 20% des patients, c'est à peu près partout dans la littérature comme ça, qui ne marchent pas. Donc, c'est extrêmement frustrant. Aujourd'hui, on travaille beaucoup pour savoir quels sont les critères prédictifs d'échec pour ne pas emboliser des patients inutilement. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'opérer un patient pour rien, et puis que c'est très délétère pour la technique. Très bien. Merci beaucoup. Une dernière question, s'il vous plaît. Juste quels seraient les petits conseils à donner aux jeunes radiologues interventionnels qui aimeraient débuter et se lancer un peu dans cette technique? Si vous pouvez leur donner nous donner d'ailleurs, à nous aussi, quelques astuces, voilà, s'il vous plaît, pour débuter. Je pense que déjà, il faut obtenir un niveau de confiance suffisant pour être capable de voir un malade en consultation. Ce n'est pas forcément évident, donc il faut vous faire aider pour ça. Il faut se former techniquement. Donc nous, on faisait, maintenant on ne fait plus malheureusement, mais à cause du Covid, on faisait des ateliers. Maintenant, on a des solutions vidéo en salle. Alors, on va peut-être recommencer à faire ce type d'atelier, mais c'était très bien. Des ateliers dans lesquels il y avait 5 ou 8 radiologues interventionnels, des Français ou d'autres, d'Europe, qui venaient pour voir des cas dans le labo. Donc ça, c'était dans la salle d'Anjou, c'était très, très formateur. Et puis, mon dernier conseil, ce serait peut-être de ne pas se lancer là-dedans quand on n'a pas déjà une bonne maîtrise quand même des micro-cathéters, des micro-guides et de l'embolisation pelvienne, parce que c'est difficile
et que je ne sais pas si par exemple on est interne et qu'on envisage de faire de la radiologie interventionnelle de façon importante ou prédominante ou exclusive, bah, l'étape la plus logique, c'est de commencer à se former en faisant des fibromes, par exemple. Bon, après, ce n'est pas forcément facile aussi, mais je veux dire, quand on est bien formé à faire des fibromes, bah, on est quand même si c'est beaucoup plus facile, on est quand même habitué à un certain nombre de choses, etc. Et puis aussi, en parallèle, vraiment être capable de bien maîtriser le cone beam. Donc, par exemple, si vous faites du foie ou des choses comme ça, ben, vous êtes habitué à faire du cone beam, donc ça va vous aider. Et n'hésitez pas à vous entraîner là-dessus, entre guillemets, par exemple, sur des fibromes, hein, parce qu'on peut faire du cone beam sur des fibromes. Ça vous permet de roder le workflow dans l'équipe et dans vos mains. C'est bien. Bon. Super, merci beaucoup. On arrive au terme de la question, enfin, des questions-réponses. Ça a été assez clair. Hein. C'est très, très intéressant d'avoir votre avis. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot, sinon on va poursuivre avec la suite de l'exposé. Bah, un dernier mot très rapide pour ne pas être trop long, puisque c'est trop long. Un petit mot très rapide. Premièrement, c'est une belle opération. Je pense que ça vaut le coup de se former et d'y aller. Je pense que c'est l'avenir. Et il y a quand même un challenge aujourd'hui qui est les non-répondeurs qu'il ne faut pas négliger, et aussi les récidives à long terme qui existent et qui sont aussi plus fréquentes qu'après chirurgie et qui sont aussi une pierre dans notre jardin, donc sur lesquelles il faut travailler à mon sens. Merci encore. Merci beaucoup. Bonsoir et bienvenue dans Flash Actu, l'émission où l'actualité interventionnelle est passée au rayon X. Je suis Antoine Martin Champetier, interne à Marseille, et j'ai l'honneur d'animer ce premier épisode. Pour commencer avec l'actualité récente, on en attendait les résultats depuis bien longtemps. Voici l'étude SPLASH. Elle vise à comparer l'embolisation splénique prophylactique, c'est-à-dire proximale, chez des patients adultes avec traumatisme de rate de grade 3 à 5. Étaient par conséquent exclus les patients instables qui étaient opérés et les patients avec cible artérielle embolisés de façon ciblée. Le critère de jugement principal était le sauvetage splénique, c'est-à-dire un taux de rate viable supérieur à 50% sur le scanner de contrôle à un an. Ce taux a été choisi car dans la littérature, il permettait de garder une fonction splénique satisfaisante pour prévenir les infections ultérieures. Il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes, peut-être par défaut de puissance. Il est à noter cependant que dans les critères de jugement secondaire, avoir un traumatisme de rate de grade 4 ou 5 était un facteur de risque d'embolisation secondaire dans le groupe surveillance, ce qui laisse la porte grande ouverte à une éventuelle nouvelle étude. Passons à l'article débat. L'embolisation artérielle prostatique, bénédiction ou malédiction. Il s'agit d'une revue de la littérature qui s'appuie notamment sur l'essai de Pisco en 2019, confirmant l'efficacité de l'embolisation artérielle prostatique tant sur les critères subjectifs comme l'IPSS que sur des critères objectifs comme la débimétrie urinaire. Il s'appuie également sur des méta-analyses comme celle de Zumstein, la comparant à la chirurgie. Au final, où en sommes-nous aujourd'hui ? En termes de critères subjectifs, donc sur l'IPSS, embolisation et chirurgie sont globalement équivalentes. La chirurgie reste supérieure sur les critères objectifs, c'est-à-dire la débimétrie, tout comme sur la durée d'intervention. Mais il est à noter que les études qui ont comparé chirurgie et embolisation sur la durée d'intervention n'utilisaient pas le CBCT. Enfin, sur les complications, l'embolisation reste supérieure, ce qui en fait une technique mini-invasive. Un seul problème reste à résoudre, l'effet à long terme, puisque pour l'instant, nous ne disposons de données qu'à court et moyen terme. Mais que disent les recommandations internationales ? L'Institut national de santé anglais a été le premier à statuer en 2018 et le seul à ce jour en faveur de l'embolisation artérielle prostatique comme une technique qui serait entre les traitements médicaux et les traitements chirurgicaux. Dans les autres pays, sa place reste à définir puisqu'elle est considérée comme soit en investigation, soit non recommandée en dehors de ces cliniques. Qu'en pensent alors nos confrères urologues ? Les recommandations 2020 de la Société européenne d'urologie statuent en faveur de l'embolisation artérielle prostatique comme une technique mini-invasive à proposer aux hommes avec des symptômes du bas appareil urinaire modérés à sévères qui accepteraient des objectifs de traitement moins élevés en échange d'un risque de complications également moins important. Ils recommandent par contre que la technique soit utilisée dans des centres avec des radiologues interventionnels entraînés et à condition que la sélection et le suivi des patients soient effectués par l'urologue. Passons à l'article pédagogique. Il s'agit d'un article de 2019 issu de Radiographics expliquant en détail les modalités de réalisation d'une embolisation artérielle prostatique. L'anatomie et les nombreuses variantes anatomiques en schéma et en artériographie, les modalités de repérage comme le combine ici, les modalités de réalisation de l'embolisation et le suivi post-thérapeutique et notamment les aspects IRM post-thérapeutiques
qui, même si elle n'est pas utilisée en pratique courante, permettent de comprendre les moyens d'action de l'embolisation. C'est complet, tout y est. C'est un article à ne pas manquer sur le sujet. Enfin, le point technique d'aujourd'hui est un essai prospectif, randomisé, monocentrique, visant à comparer l'embolisation artérielle prostatique avec microcathéter conventionnel contre microcathéter à ballon d'occlusion. 43 patients étaient inclus dans le groupe microcathéter conventionnel contre 46 dans le groupe microcathéter à ballon. La première chose, et pas des moindres, est que les deux techniques étaient efficaces tant sur les critères objectifs que subjectifs. Mais le microcathéter à ballon apporte-t-il les bénéfices cliniques que l'on pourrait espérer? Théoriquement, l'occlusion de la branche artérielle par le ballon doit entraîner une pression endovasculaire négative, qui permettrait d'injecter plus d'agents embolisants en termes de volume, et on pourrait alors espérer une augmentation de la destruction prostatique. Dans la pratique, le volume de microparticules injectées n'était pas différent entre les deux groupes, tout comme le taux de PSA à 24 heures, l'IPSS à 6 mois. A l'inverse, la réduction du volume prostatique était à la limite de la significativité, mais en défaveur du ballon. Théoriquement aussi, l'occlusion de la branche artérielle en amont du microcathéter pendant l'injection devrait permettre de limiter le reflux dans les branches pelviennes d'amont. Et une fois de plus, la pression intra-artérielle négative devrait inverser le flux dans les anastomoses intraprostatiques. Et ces deux phénomènes ensemble devraient permettre de prévenir l'embolisation non ciblée. Sur ces images, donc on voit une injection avec le ballon non gonflé, avec un reflux dans une branche pelvienne en amont du ballon et une anastomose intraprostatique opacifiée. Après gonflement du ballon, le reflux a disparu, tout comme l'anastomose. Dans la pratique, les effets indésirables, il n'y avait pas de différence significative concernant les effets indésirables inhérents à l'embolisation elle-même, c'est-à-dire l'hémospermie, la rétention aiguë d'urine en amont de l'œdème prostatique ou les infections urinaires. Par contre, il y avait une différence significative sur les effets indésirables liés à l'embolisation non ciblée, puisqu'il n'y a eu aucune lésion cutanée pénienne et aucune rectorragie dans le groupe embolisation avec microcathéter à ballon. Par contre, étonnamment, il n'y avait pas de différence sur l'utilisation des coils entre les deux groupes. Au total, pas de différence d'efficacité entre les deux groupes, mais une réduction potentielle des événements indésirables liés à l'embolisation non ciblée. Flash Actu, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode et je repasse la parole à mes collègues Antoine et Mélanie. Merci beaucoup Antoine pour cette belle revue de la littérature. La séance de questions-réponses finalement ne sera pas faite aujourd'hui car nous voulons encore dire un grand merci à professeur Sapoval d'avoir été avec nous et d'avoir répondu de manière extrêmement exhaustive sur le chat, directement aux questions. Voilà, nous vous remercions encore, ça nous a été vraiment, c'est un grand honneur pour tous les gens ici d'avoir pu être en contact avec vous concernant cette séquence. D'ailleurs, cette séquence sera disponible en replay sur YouTube incessamment sous peu. Dès qu'elle sera disponible, nous mettrons le lien sur nos différents canaux de diffusion, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, j'espère que notre intervention vous a plu et on a hâte de vous retrouver le 18 janvier pour une prochaine session. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ou vous inscrire par email pour avoir les prochains sujets. Et retrouvez aussi le 4 janvier l'école de l'embolisation sur les hémorragies digestives et les traumatismes abdominaux. Et voilà, sur la dernière diapo, on vous présente les événements marquants de la radiologie interventionnelle cette année. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Rendez-vous le 18 janvier. Encore merci, monsieur professeur Sapoval, et rendez-vous 18 janvier à tous. Au revoir. Merci, au revoir.